Bonjour et bienvenue dans Workwell et vous sur A-News Workwell. Après l'activité physique et sportive en 2024, la santé mentale a été décrétée grande cause nationale pour l'année 2025 par le gouvernement. Alors aujourd'hui, on aborde ce sujet crucial, souvent sous-estimé, mais pourtant au cœur des enjeux professionnels, la santé mentale au travail. Négliger cet aspect peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement pour les collaborateurs, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. Perte de productivité, absence répétée, burn-out. Le coût économique et humain est colossal. Quels outils et quelles pratiques adopter pour prévenir ces risques? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités aux expertises complémentaires. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau de Workwell et vous. Lou Pratali à ma gauche, vous êtes coach de dirigeants DRH externalisés, consultante RH et fondatrice de Guyana Conseil. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine, cabinet spécialisé dans la QVT et la prévention des risques psychosociaux. Bienvenue. Merci. Juliane Elbiz, cofondatrice de TIL, une plateforme de prévention en santé mentale dédiée aux collaborateurs et aux organisations. Bienvenue. Merci. Et puis Chantal Garnier, experte future du travail au sein de Planning Strat Station, qui nous propose dans chaque épisode d'élargir le sujet en mettant en avant des innovations. Bienvenue Chantal. Bonjour. Alors Chantal, on va rebondir directement avec toi. Tu vas nous montrer un schéma qui explique la différence entre la santé mentale et la santé psychologique, physique, sociale. Et puis plus tard, on verra aussi la définition que donne l'OMS sur cette santé mentale. Oui, effectivement, on a voulu un petit peu clarifier les définitions, c'est quand même pas évident. En faisant mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait 3 types de santé. Moi, je n'étais pas forcément au courant. Santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et ce qui est intéressant, on comprend mieux ce que dit l'OMS, puisqu'ils nous disent que la bonne santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc en fait, quand on dit je suis en bonne santé, il faudrait dire je suis en bonne santé au pluriel, avec un S. Premier enseignement, ça nous dit aussi que je ne peux pas être en bonne santé si je ne suis pas en bonne santé mentale, déjà. D'où l'importance, effectivement, de la santé mentale à part entière. Elle est aussi importante que les 2 autres. Et également, la santé mentale influe sur la santé physique et la santé sociale. Si je ne vais pas bien dans ma tête, eh bien, potentiellement, je vais ressentir des symptômes physiques. Je vais mal dormir, je vais avoir mal partout et potentiellement, je vais aussi m'isoler. Je vais moins voir mes amis et moins voir les autres personnes. Alors, si on fait un focus effectivement sur la santé mentale, ce qui est curieux, c'est on dit toujours, enfin, on commence en disant qu'est-ce que c'est pour comprendre la santé mentale. On commence par qu'est-ce que c'est que la mauvaise santé mentale. Alors, c'est le handicap mental que l'on connaît, syndrome de Down, de l'X fragile, ou les troubles psychiques, plus ou moins sévères et persistants. Donc, c'est pas un coup de blues, c'est pas un coup de stress qu'on peut avoir un jour de temps en temps, c'est plutôt persistant. Donc, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est le burn-out, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, voire la schizophrénie ou la bipolarité. Donc, au final, la bonne santé mentale, et on revient encore sur la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face à un stress normal de la vie quotidienne, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Merci Chantal. Est-ce que, Christophe, vous confirmez cette définition de l'OMS? Oui, c'est-à-dire que effectivement, ce que ça met en avant, c'est que la santé mentale est indissociable de la santé physique. L'un, on peut interagir avec l'autre. Et que, comme pour toutes les formes de santé, il y a des bonnes pratiques. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque, qui sont peut-être des choses qui peuvent impacter à terme et développer des troubles physiques ou mentaux. Et on a aussi ce qu'on appelle des facteurs de protection, donc des choses qui nous protègent ou qui nous amènent à être dans un meilleur équilibre, que ce soit physique, mental ou social. Et avec notamment, je trouve, un point de bascule qu'a représenté la crise sanitaire, qu'on a tous vécu, c'est que beaucoup ont découvert qu'ils avaient aussi une santé mentale et qu'ils avaient un équilibre dans leur vie qui a été complètement bousculé, remis en cause, et même de façon assez profonde, qui se manifeste aussi dans le rapport au travail. On pourra certainement en discuter dans l'épidémie, on peut dire, de burn-out qu'on a dans le monde du travail, ou du rapport au travail, on va sûrement beaucoup en parler. C'est qu'il y a un avant, un après, et finalement, il y a des repères, et des choses, des points d'appui pour notre santé qui ont été bouleversés.
Et particulièrement chez les jeunes, ces repères, finalement, ils n'ont pas eu le temps de construire, ont été complètement balayés. Et l'environnement est très anxiogène. L'environnement représente plus un risque, hein, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de problématiques, d'angoisse, hein, aujourd'hui, qui sont présentes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, la bonne santé mentale, c'est pas juste une absence de symptômes, parce que finalement on en parle souvent et malheureusement je pense que ça c'est un sujet de santé publique, on n'en parle que quand ça va mal, des sujets, on réagit souvent et on n'en parle pas assez au niveau de ce qu'on peut faire pour être en bonne santé, parce que quelque part on était un peu comme des poissons dans l'eau, ça allait finalement. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle de pédagogie aujourd'hui à avoir, et aussi au sein des entreprises, pour faire monter en compétence les personnes, monter notre seuil de vigilance pour effectivement agir avant que les problèmes apparaissent, et finalement être en bonne santé. Parce que c'est pas parce que je ne suis pas bipolaire, malade, fatigué ou en burn-out que forcément je suis en bonne santé. Ça aussi, ça c'est important. Merci, Chris. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose. Moi, je trouve qu'elle est essentielle, cette définition. Comme Christophe le dit très bien, elle fait une chose qui est d'arrêter le tabou autour de la santé mentale. Il n'y a pas de tabou, on parle d'un état de bien-être, c'est extrêmement positif. Et elle pose aussi une base qui est essentielle pour moi, qui est de dire qu'on parle de l'individu, mais pas que, parce qu'on parle de l'individu. Une personne peut se réaliser, faire face aux difficultés de la vie, etc., avoir les bons outils, les bonnes connaissances, les bons réflexes pour faire de la prévention en santé mentale pour soi-même. Mais on parle aussi d'accomplir un travail productif et contribuer à sa communauté. Donc ça parle aussi de la performance, et moi je trouve que ça ramène un peu ce côté, on parle de l'individu, mais on parle aussi du collectif, et ça c'est vraiment super important. Oui. Collectif au travail et collectif, je veux dire, dans la communauté nationale. Parce qu'on voit aussi que les entreprises héritent de ce qui ne se fait pas, on va parler des étudiants en matière de prévention, ou de comportement, voilà, ou de façon d'être, et finalement aussi rejettent finalement aussi des problématiques de santé, hein, potentiellement. Donc elle a un rôle en matière de santé publique, parce que sinon c'est la communauté en tout entière, hein, qui le paye. Quand on voit la hausse des arrêts maladie, notamment pour motifs psychologiques, j'ai vu 18 milliards, hein, tout arrêt maladie confondu, qui pèsent sur les comptes publics. Donc à l'heure où on parle effectivement de dérapage des comptes publics, je pense que c'est nécessaire effectivement de faire de la prévention. Là on paye un peu les pots cassés aussi d'un manque de prévention. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on va voir justement ensemble. Comment on fait pour prévenir tout ça en entreprise? Et d'ailleurs, on va regarder quelques chiffres sur votre baromètre qui a été fait par Opinionway chez vous, chez Empreinte Humaine. Vous avez mis un baromètre en place. État de santé psychologique des salariés français. Que font les entreprises en prévention? C'est la question. Donc c'est un sondage qui a été réalisé auprès de salariés français entre mai et juin, avec un échantillon de 2000 salariés. On va voir très rapidement que les jeunes sont très concernés, justement. Et pas plus tard que ce matin, une info qui est tombée sur, justement, les étudiants qui, apparemment, sont 21% à être concernés par des idées suicidaires en médecine, effectivement. C'est une enquête qui a été réalisée par les syndicats de ces étudiants et elle a été menée auprès de 8000 étudiants. Je voulais en parler parce que c'est l'actu du jour. Alors, bon, première slide. Plus d'un salarié sur 10 est en détresse psychologique élevée, un score qui se stabilise par rapport à octobre 2023. 15% des salariés sont en détresse psychologique élevée et 42% si l'on prend en compte celles et ceux en détresse psychologique modérée. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est déjà qu'est-ce que la détresse psychologique et qu'est-ce que veut dire élevé et modéré? Alors, ce qui est important de dire déjà, c'est qu'on ne s'est pas amusé à demander aux gens s'ils étaient un peu beaucoup passionnément en souffrance. Hein. Ce n'est pas déclaratif, on l'a mesuré avec un questionnaire reconnu par les experts en psychologie de la santé au travail, et qui mesure des seuils et des niveaux de détresse psychologique, et qui est un indicateur précoce de la santé mentale. Ce n'est pas une maladie, être en détresse, c'est peut-être un état qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre. Et ce qui est problématique là, parce qu'on réalise ces études donc depuis mars 2020, ça fait plus de quasiment 5 ans, on va y être là, où il y a un état dégradé de santé mentale. Et finalement, comme il persiste et qu'il est dit chronique, c'est-à-dire que c'est aussi important cette chronicité, c'est-à-dire que ça fait des années où on est dans un état comme celui-là, et bien aujourd'hui on voit des troubles se développer. Ça représente un facteur de risque, c'est prédictif de développement de troubles plus graves. Et ensuite, quand on parle de détresse psychologique élevée, c'est qu'on est dans un facteur de risque qui est élevé, finalement, et qui peut engendrer des troubles plus graves, finalement, qu'une détresse psychologique modérée. Donc c'est des niveaux d'intensité, de seuil, et de fréquence, finalement, d'exposition à cet état.
Et cet état, c'est un sentiment de désespoir, comme on peut connaître, hein, de fatigue, on n'en sortira jamais, on ne voit pas l'issue, on est un peu, si vous voulez, pessimiste aussi sur finalement l'avenir et l'issue qu'on peut trouver. Et beaucoup de recherches ont montré que ça avait finalement un impact, on parlait de santé physique tout à l'heure, également sur ce qu'on appelle la psychosomatique, notamment le développement de problématiques cardiovasculaires. Et à cette exposition prolongée, notamment à des stresseurs importants. Donc on voit aujourd'hui que ça se manifeste dans le monde du travail par des burn-out, ça se manifeste aussi par des dépressions, ça se manifeste par des décompensations. On voit qu'aujourd'hui, la consultation des psychologues explose, hein, à quel point aujourd'hui on parle de, et ça a survécu à l'ensemble des premiers ministres, d'une grande cause nationale parce qu'on voit que ça devient extrêmement préoccupant. Donc voilà, c'est prédictif et donc on voit qu'on a un niveau qui est assez finalement inquiétant et toujours encore aujourd'hui. Et heureusement, j'ai envie de dire, il y a des solutions. Oui, alors justement, je me posais une question. Une des solutions, ça c'est un aparté que je fais, on pourrait aller consulter sur une dizaine de séances un psychologue gratuitement. Vrai, faux? Oui, alors c'est une bonne chose. Oui, alors il faut qu'il soit effectivement, c'est une promesse de Gabriel Attal hein, aujourd'hui, il faut qu'il soit référencé, si vous voulez, certifié, être en accord avec le dispositif. Et ce qui est positif, c'est qu'on ne passe plus par le médecin traitant qui devait prescrire des séances de psy notamment. Donc on a un petit peu libéré cet accès et effectivement c'est une bonne chose. Donc là on est sur la prise en charge hein, de situations détectées et c'est déjà bien, on va dire, on avance. Beaucoup de pays le faisaient déjà et je pense qu'aujourd'hui il faudrait s'inspirer de ce que font d'autres pays en matière de santé publique, en matière d'action. Et ce qui est intéressant aussi, on rejoint la définition de la santé par l'OMS, c'est aussi agir sur l'environnement. Agir sur les personnes, c'est bien, leur donner accès, prendre soin d'eux, voir des thérapeutes, mais c'est aussi, surtout, toutes les études en épidémiologie, en santé publique le monde, c'est sur l'environnement qu'il faut agir. Pas juste avoir une approche hygiéniste, faites attention à vous, gérez votre stress, relaxez-vous, ce genre de choses, mais aussi agir sur l'environnement psychosocial et global. Donc au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'entreprise, et je pense que quand on aura une vie holistique, globale, on sera les plus efficaces. Mais il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps. D'ailleurs, là, si on revient... Oui, Lou, pardon. Si vous m'autorisez à rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'à l'étranger, je vous donne l'exemple des Pays-Bas, par exemple, une entreprise qui atteint un certain seuil de salariés doit mettre en place un partenariat avec un psychologue du travail et les salariés peuvent consulter de manière anonyme à leur demande ce psychologue du travail qui garde toutes les informations sous couvert de confidentialité et ne fait éventuellement des remontées que dans des cas particulièrement graves qui méritent d'alerter l'entreprise. C'est ça. C'est tout à fait institutionnalisé. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas aujourd'hui en France, malgré l'intervention et la présence de la médecine du travail, faute de moyens principalement. Il n'y a pas d'obligation en France. Après, nous, on accompagne des entreprises qui proposent ce service en plus. Hein. Et ce qui est intéressant, là où ça marche, c'est quand il n'est pas forcément en dehors des murs, parce qu'en plus, mais accessible, effectivement, mais qui soit dans l'organisation, dans les locaux. C'est le plus efficace, on trouve, parce que c'est une forme de régie, et qui travaille avec les différents acteurs. On travaille encore sur l'environnement, RH, médecine du travail, les managers, les personnes elles-mêmes. L'idée, c'est que ce soit un acteur qui soit intégré pour faire augmenter un peu les connaissances et la prévention au sein des organisations. Et ça se fait de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui le faisaient déjà il y a des années, mais effectivement, c'est pas obligatoire. On va revenir justement à l'entreprise. Donc la détresse psychologique modérée ou élevée est moins présente dans les grandes entreprises de plus de 5000 salariés. On voit les chiffres. Là, par exemple, moins de 10 salariés, c'est 49%. Et quand on passe à 5000 salariés et plus, c'est 32%. Comment on l'explique? Peut-être, Julia, vous avez un point de vue là-dessus? Alors, il y a différentes possibilités. Il y a petites et grandes entreprises. Effectivement, ça peut être parce que dans des grandes entreprises, on va avoir plus de peut-être de conscience de l'importance de la prévention, plus de moyens mis en œuvre déjà dans l'entreprise. Nous, ce qu'on observe aussi, alors c'est peut-être, on en parlera un petit peu après, c'est au-delà de la taille, c'est aussi les typologies de métiers, les âges et aussi des différences entre les genres. Je voulais vous le demander plus tard, justement. Quel domaine d'activité était concerné? Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir sur les tailles d'entreprise. C'est ça, effectivement. Il y a des études internationales qui montrent qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Pourquoi? Et notamment, une des raisons principales, c'est parce qu'elles ont des lois. Et en France, depuis 2010, la crise des suicides, France Télécom, Renault, etc., mais ça s'est
forcément bien plus imposée au niveau des grandes entreprises. Donc, vous avez été aussi obligé à mettre en œuvre des actions, remplir des documents uniques, la question de la médecine du travail, former les managers, former les directions, mettre en œuvre des évaluations, et comme quoi ça marche, finalement, et mettre des ressources. Elles sont beaucoup plus regardées, elles ont plus de moyens également. Là où les TPE, effectivement, sont un peu plus démunies, peut-être plus exposées à des contraintes aussi économiques, bien entendu, elles sont plus fragiles. Mais oui, la question de la taille et des moyens, il n'y a pas de secret. Quand on met des moyens, c'est efficace. Et je pense que c'est une des choses aussi à regarder, c'est quelles mesures elles ont mises en œuvre qu'on pourrait peut-être élargir, qu'est-ce qui marche ou ne marche pas, parce qu'on a aussi des écueils où on est allé un peu partout en faisant n'importe quoi. Oui, bien sûr, les moyens, et effectivement, dans les petites entreprises, on a tendance à être un peu couteau suisse et à faire un peu tout. Et là, il y a une charge mentale qui arrive, quoi. Il y a aussi un autre élément qui est un niveau de maturité et de conscience des organisations, parce qu'en fait, quand on est dans un mode de survie pour développer son entreprise et son business, on n'a absolument pas l'espace pour se poser la question de comment j'accompagne les salariés. Alors, évidemment, pas tout le monde, mais très souvent, on se rend compte que dans les entreprises de plus petite taille, en fait, on n'a pas la possibilité de se poser la question, enfin, les dirigeants ne prennent pas ce temps-là, et n'ont pas forcément cette conscience naturelle. Certaines personnes l'ont, d'autres ne l'ont absolument pas. Enfin, on a les pragmatiques et les humanistes. Et en fait, pour les pragmatiques, il y a un enjeu aussi pour les équipes RH bien souvent, mais qui pourraient être managériales, de donner à voir l'impact et donc d'acculturer à comment est-ce qu'on réalise l'impact économique, tout simplement, justement des problématiques de santé mentale, d'absentéisme, de désengagement, de turnover, de tout un tas de sujets. Et c'est une technicité, en fait, que, alors je vais parler pour les équipes RH, mais gagne à développer en estimant le coût que ça représente, parce que comme c'est un coût qui est invisible, comme la santé mentale, c'est invisible, ça ne se voit pas, c'est pas quelqu'un qui s'est cassé la cheville et qui arrive en béquille, ça se voit pas toujours, si on n'est pas habitué à détecter les signes, eh bien, on se retrouve très rapidement dans des situations où l'entreprise, en réalité, mobilise des montants absolument incroyables, mais comme ce n'est pas de l'argent qui sort des caisses, c'est invisible. Et ça, c'est vraiment un apprentissage à faire pour valoriser ce temps. L'absentéisme se chiffre assez facilement, le turnover aussi, mais le désengagement, c'est beaucoup plus difficile. Donc... Enfin, beaucoup plus difficile, quand on n'a pas la méthode. Et je rebondis sur ce que tu dis, je pense que c'est très très juste. Il y a vraiment le côté loi, effectivement, et donc à quoi sont tenues les entreprises. Effectivement, il y a plus d'injonctions pour les grandes entreprises, pour les petites, mais moi je le vois aussi dans les ETI, par exemple. Il y a ce côté... Il y a des priorités dans les entreprises. Et les priorités, surtout quand l'économie ne va pas super bien, moi je le sais aussi, il y a le côté dirigeant d'entreprise en fait. Et le côté dirigeant d'entreprise, il y a des humanistes et il y a des pragmatiques, tu le dis, moi j'aime bien cette façon de dire. Et il y a aussi des gens qui ont besoin effectivement qu'on leur montre l'impact. Et je pense que c'est plus vrai sur les petites entreprises, tu as raison Lou, ou petites, moyennes entreprises, de en fait rendre tangible. Et chez TIL, c'est vraiment un sujet qui est super important pour nous, ce côté rendre tangible et dire en fait on peut montrer l'impact sur des indicateurs financiers et c'est tout l'enjeu je pense de la santé mentale pour que ça devienne une vraie grande cause nationale et aussi une vraie grande cause dans les entreprises, de comprendre, de pouvoir mesurer l'impact sur des indicateurs financiers parce que c'est là aussi que le déclic va se faire à grande échelle. Et en fait on peut montrer, nous on a montré dans une étude de façon extrêmement factuelle l'impact de prioriser à l'échelle individuelle et à l'échelle collective et managériale la santé mentale, ça apporte une baisse de 12% de l'absentéisme, de 20% du turnover et un incrément de productivité de 8%. Donc c'est possible de le mesurer et il faut le faire. Oui. Et ça a un intérêt qui n'est pas, moi je le dis de façon extrêmement bienveillante, être pragmatique et regarder la rentabilité et la performance pour un chef ou une chef d'entreprise, c'est normal. Donc comprendre que c'est pas antinomique et que c'est l'inverse. Et ça pose, je pense qu'on en parlera plus en détail ensuite, mais ça pose aussi la question de quel est le modèle de performance de demain et quel est le modèle de croissance et de croissance saine de demain. Et donc je pense que c'est un sujet qui est super important. Alors, qui sont justement ces collaborateurs qui sont concernés? Et là, on se rend compte qu'il y a 28% des jeunes qui sont concernés, entre 18 et 29 ans, qui sont en détresse psychologique élevée, 20% des employés et 26% des télétravailleurs à 100%. Oui.
Oui, c'est des populations qui sont significativement plus exposées à ces problèmes de santé mentale et on le voit aussi, particulièrement chez les jeunes. Il y a une publication de la Sécu qui est parue. Il y a plus 60% de prise d'antidépresseurs et une augmentation très significative de prescription et de prise, du coup, chez les jeunes. Donc on voit qu'il y a un sujet spécifiquement sur cette population. Et moi, je vois des DRH qui me disent, je vois des jeunes qui arrivent et au bout de 6 mois, ils s'arrêtent pour burn-out et je ne comprends pas. Oui, alors... Effectivement, c'est un sujet, et si on parle, il n'y a pas une formation ou un échange avec des managers qui ne s'étonnent pas de cette... parfois j'entends fatigabilité, moindre engagement, et si on regarde l'angle de santé mentale, on peut voir les choses différemment aujourd'hui. Est-ce que le monde, finalement, dans lequel ils arrivent, le monde du travail, leur permet d'avoir un équilibre sain? Je pense que c'est toute la question aujourd'hui, pour une population qui a vécu particulièrement mal la période Covid. Les employés, ça c'est un peu nouveau, parce que dans le baromètre précédent, c'était plutôt les managers, exposés aux contraintes liées notamment au télétravail, imposées, puis après mettre en place l'hybridation du travail, etc. Là, c'est moins eux que les employés. On revient à quelque chose qui est plutôt comparable à ce qu'on voyait avant la crise sanitaire, où on voit que c'est ceux qui sont au bas de l'échelle, qui sont plus exposés aux problématiques effectivement de santé mentale et aux arrêts maladie. Alors les télétravailleurs, là, c'est plutôt ceux à 100%. Alors, il faut remettre ça en proportion. Il n'y a que 5% dans notre échantillon et dans la population des actifs qui sont en full remote, complètement à 100% de télétravail. Il faut aussi se dire que c'est une population qui est parfois déjà identifiée comme ayant des problématiques de santé qu'on met aussi en 100% télétravail. Mais on sait tous que c'est pas sain pour la santé mentale de se couper du collectif et être à 100% effectivement. Bien sûr, et là on parlerait plutôt de santé sociale. Oui, exactement, qui rejoint cette dimension de besoin d'équilibre, d'avoir des interactions. Alors moi j'invite les managers, quand ils ont des collaborateurs qui ne veulent pas revenir sur site ou voir leurs collègues, c'est vraiment de se poser les questions pourquoi. Parce que ça devrait être un facteur de protection, quelque chose de positif. Et il y a un sujet effectivement à travailler. Et surtout pourquoi on revient au travail, si c'est juste pour faire du team building, enfin au travail, dans les locaux, pardon, si je veux faire du team building, je pense que c'est pas forcément la bonne motivation. Ouais. Je pense que c'est autour du travail collectif qu'on doit réfléchir finalement cette répartition maison. C'est très intéressant ce chiffre sur les télétravailleurs. Ça me donne envie de vous raconter une anecdote où effectivement on avait une salariée qui avait une vraie problématique de confiance en soi, d'isolement. Et en fait, on avait pris le temps, donc, avec le service RH, de se rapprocher de la médecine du travail et de la psychologue du travail pour essayer de trouver, d'aménager son poste et de trouver le bon dispositif pour lui donner l'élan de retourner au travail. Donc on avait aménagé les horaires pour pas qu'elle soit dans les flux de transport en commun. Et en fait, on lui avait demandé avec qui est-ce que tu te sens à l'aise au travail. Et on faisait en sorte que cette journée soit une journée où ces personnes-là étaient présentes pour qu'elle ait envie de venir, qu'elle n'ait pas peur en fait. Et qu'elle sorte progressivement de cet isolement. Parce qu'effectivement, plus ça allait mal, plus elle s'isolait, plus ça allait mal. Et en tant qu'entreprise, on a une responsabilité d'accompagner nos collaborateurs. On ne peut pas les laisser en plan. Et c'est vrai qu'on avait réussi comme ça à retisser le lien et à ce qu'elle aille mieux dans la mesure de ce qui était possible dans le cadre de l'entreprise. Après, effectivement, un psychologue ou un psychiatre, parfois, doit prendre le relais. Là, il y avait un trouble, j'imagine. Il y avait un trouble anxieux, des problématiques sociales, peut-être une agoraphobie, mais en tout cas, il faut effectivement faire en sorte qu'il y ait aussi une exposition, donc accompagner petit à petit, et pas juste la mettre sous le cocon. Ça, on est bien d'accord. Mais dans tous les cas, je pense que la question de revenir dans les locaux, et on voit que c'est assez partagé, il y a un sondage sur le fait que le retour un peu en arrière sur le télétravail faisait que c'était assez partagé. Qui le font aux États-Unis, pas mal. Mais ils disent qu'à 50%, pourquoi pas revenir. Renault essaye de le faire. Voilà, qu'il faut avoir un peu ces échanges. Moi, je vois des personnes qui disaient, moi, je fais exactement le même boulot chez moi que dans les locaux, mais là, je reçois des teams toute la journée qui me disent fais ci, fais ça, et j'ai plus ce temps où je peux juste avoir quelqu'un pour dialoguer, pour dire est-ce que c'est prioritaire ou non, comment ça marche, et que ça joue aussi du coup sur le sens de ce qu'on fait et sur finalement la motivation qu'on peut avoir. Et parfois cette micro-tâche qui est entre guillemets inutile nous permet de tisser du lien et nous permet aussi de faire des petites pauses. On en parlait avant d'arriver, ces sas de transition du bureau à la machine à café. C'est quelques minutes où on respire en fait. Bien sûr. Julia, je reviens juste vers vous. Donc vous, plateforme de santé TIL, plateforme de santé mentale dédiée aux collaborateurs. Donc grâce à la data, à des algorithmes, TIL peut identifier les signaux faibles en amont et mettre en place des actions de prévention pertinentes avec l'intervention de psychologues partenaires. Alors, bon,
Je vais mettre la slide justement qui vous concerne. Là, on peut voir sur cet ordinateur comment fonctionne l'application. Vous avez une application sur téléphone aussi. Oui, alors il y a vraiment deux briques dans notre accompagnement. Il y a l'accompagnement individuel. Donc là, on est vraiment, quand on reprend la définition de l'OMS, c'est vraiment comment aider les collaborateurs, les collaboratrices à faire face aux difficultés de la vie, à prendre soin de leur santé mentale de façon préventive ou plus curative quand c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment l'accompagnement individuel. Et l'autre slide que vous montriez, c'est plutôt ce qui relève d'une partie de notre accompagnement collectif, qui est comment, à l'échelle organisationnelle, on va comprendre quels sont les niveaux de risque et quelles sont leurs causes pour pouvoir justement agir sur les causes au niveau organisationnel, parce que c'est vraiment deux briques qui sont indissociables, de se dire comment on accompagne individuellement soit les gens qui sont en difficulté, y compris pour des raisons qui peuvent être d'ordre personnel, un deuil, une séparation, une anxiété un peu dévorante, etc. Ou pour des raisons et des sujets qui sont plus des prises de poste, des sujets liés au management, etc. Mais aussi comment est-ce qu'on va comprendre à l'échelle globale quelles sont les zones de risque, quelles sont les zones de vulnérabilité de l'organisation et comment on va agir dessus pour les régler justement et construire des organisations qui soient plus saines. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis en place TIL ? Alors, il y a vraiment un sujet qui est que nous, on a fait de la recherche et du développement en 2020. Quand on a commencé à regarder ça, c'était pré-Covid. Donc, pré-Covid, il y a eu le confinement et ensuite vous avez constaté effectivement que c'était un peu désastreux. On a fait de la recherche et du développement en 2020 en se disant, OK, il y a vraiment un sujet qui est qui est encore assez tabou socioculturellement, pourtant qui a un impact qui était déjà documenté assez fortement avec des burn-out qui étaient déjà très présents, la dépression qui était déjà identifiée comme l'épidémie du siècle par l'OMS, donc pré-Covid en tout cas. Et le burn-out, on va le redéfinir un peu plus loin, parce que ça aussi c'est un terme complètement parfois galvaudé, incompréhensible pour moi. Il faut l'éclaircir parce qu'on a tendance à tout mélanger dans ce terme-là. Et donc, on se rendait compte de façon assez pragmatique qu'on avait un sujet qui touchait tout le monde, avec une méconnaissance du sujet, un impact très fort dans les entreprises et assez peu de solutions qui permettaient d'avoir un accompagnement et individuel et collectif à l'échelle et assez peu aussi d'investissement dans la technologie à ce moment-là, avec une conviction très forte qu'on a chez TIL, qui est de se dire, en fait, pour faire de la grande cause, de la santé mentale, la grande cause nationale, pour faire vraiment, pour changer les choses à l'échelle, il faut utiliser comme un moyen la technologie parce qu'elle nous permet de l'hyper-personnalisation à l'échelle individuelle, de la détection des risques en amont et donc de traiter ce sujet de façon précise, préventive et à l'échelle. Et d'être accessible anonymement quand on veut. À tous. Ce qui est assez génial. Comment ça fonctionne justement rapidement, la plateforme TIL ? Effectivement, donc, dans les organisations partenaires, donc, on parlait, nous c'est majoritairement des entreprises, mais c'est aussi des établissements notamment d'enseignement supérieur. Donc on parlait de la santé mentale des jeunes, avec plaisir pour y revenir ensuite. Il y a une partie qui va être vraiment avoir un accompagnement individuel. L'objectif, c'est une application mobile que tout le monde peut avoir dans sa poche, qui va permettre de mesurer, savoir où on en est, mais aussi d'avoir un parcours personnalisé de micro-learning pour améliorer ses connaissances, ses réflexes, créer les bons réflexes en santé mentale. C'est vraiment de la digitalisation de l'apport des neurosciences et des sciences cognitives et comportementales pour les rendre le plus accessibles possible et se dire, comme pour la santé physique, on crée des bons réflexes pour la santé mentale et la possibilité évidemment de prendre rendez-vous extrêmement simplement avec un psychologue ou un coach via l'application. L'idée étant vraiment de se dire, on prend les gens où ils sont avec leurs problématiques et on les accompagne au niveau dont ils ont besoin. Ça, c'est l'échelle individuelle. L'échelle collective, on va faire vraiment de la sensibilisation à grande échelle avec des campagnes de communication, de la formation des managers, des sensibilisations des collaborateurs et comprendre aussi, agréger toute cette donnée qu'on a par questionnaire, par analyse de l'usage de l'application notamment, pour évaluer les niveaux de risque pour l'entreprise. Des niveaux de risque où on va dire, par exemple, là, il y a un niveau de risque qui peut se matérialiser sur les burn-out, l'absentéisme, la productivité, en amont, en identifiant les causes associées. Est-ce que c'est un manque d'alignement sur les valeurs? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est une surcharge de travail? Est-ce que c'est une qualité managériale qui se détériore, etc., etc. Et donc, aider à travers des plans d'action ciblés, concrets, qui correspondent
au contexte des entreprises à mettre en place des actions correctives avant que les risques ne se matérialisent. Très bien. En 2024, vous tirez la sonnette d'alarme avec un baromètre assez alarmant que je n'ai pas là, mais on peut, j'imagine, le retrouver sur votre site, qui concerne tous les salariés, mais surtout les femmes. Alors, il révèle que 23% des femmes actives sont dans un état de santé mentale critique ou à risque en France. Ce sont des déclarations de plus de 6000 Françaises. C'est un score qui s'élève à 15% du côté des hommes, soit environ 4000 actifs impliqués dans le baromètre. Alors, pourquoi les femmes sont-elles plus concernées, selon vous? Alors, tout le monde a un avis là-dessus? Et alors, ça tire la sonnette d'alarme en général et pas que sur les femmes, parce que donc l'indicateur qu'on a utilisé, c'est l'indice de l'OMS qui s'appelle le WHO5, et donc qui fixe des seuils. Effectivement, il se trouve que 23% des femmes sont dans les seuils pour lesquels on dit à risque ou critique, mais la moyenne générale est un tout petit peu inférieure à 50, ce qui est le seuil à partir duquel on dit on est dans un état de santé mentale sous-optimal. Donc en général, c'était pas terrible malheureusement. Pourquoi les femmes plus concernées? Il y a deux choses. Il y a une chose qui est disons, il y a certains facteurs sur lesquels elles sont plus à risque. Charge mentale, stress, équilibre de vie, pour des raisons qui sont encore assez évidentes, même si la société change à ce sujet peut-être pas assez vite. Et donc, il y a une surexposition à certains facteurs de stress, d'anxiété. Il y a aussi un facteur qui est peut-être une meilleure métacognition, donc une façon de répondre aux questions, qui est que les femmes ont une plus grande capacité à identifier chez elles les signaux faibles et à alerter. Okay. Voilà. Lou, vous avez constaté, vous, en tant que DRH, que les femmes étaient plus concernées, justement, ou peut-être venaient plus vers vous, avaient moins de tabou à en parler? Alors, merci d'utiliser ce mot. Effectivement, ce qui ressort souvent entre les différentes populations, et c'est ce que disait Julia, c'est la conscience de soi et c'est le fait d'accepter que, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas très bien. Et donc, on en parle parce qu'on n'est pas forcément faible si on en parle. Au contraire, si on identifie le problème, on va pouvoir commencer à résoudre et à trouver des solutions et à mettre en place des actions correctives. De mon expérience, je réfléchis en revoyant les visages des uns et des autres, effectivement, c'est plus majoritairement des femmes qui ont pu venir me trouver quand ça n'allait pas, de manière spontanée et proactive, alors que très souvent, il y a plein d'exceptions qui confirment la règle, mais les hommes ne vont pas immédiatement reconnaître le fait qu'ils se sentent mal et vont essayer de trouver toutes les causes externes possibles à un mal-être. Je pense à certains managers, par exemple, qui fondamentalement, au bout d'un certain temps, m'ont dit là, j'ai commencé à aller voir un psy et ça va beaucoup mieux. Et bizarrement, tout le reste dans l'équipe a commencé à rouler de manière beaucoup plus fluide parce que plus d'apaisement, plus de conscience de soi, plus de prise de recul, moins de réactivité, moins d'émotionnalité, parfois aussi dans la manière d'accompagner les équipes. Je pense à un cas en particulier. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'accompagner des femmes parce qu'elles se laissent aussi plus accompagner. C'est aussi quelque chose que je vois dans le coaching. On en parlait tout à l'heure. J'accompagne hommes et femmes. Vous avez un cabinet, Gaiana Conseil? Exactement. Spontanément, ce sont plus des femmes qui viennent me trouver. Les hommes sont les bienvenus. Vous avez compris, messieurs? Vous êtes les bienvenus. Il faut plus se confier. En fait, prendre soin de soi. Oui. C'est vraiment ça. En amont, soin de soi. Parce que sur les chiffres des burn-out, je ne sais pas si ça se voit, la détresse psychologique. On va passer au burn-out. Entre avant et dans le burn-out. Oui. Attendez. Pour les femmes et les hommes, la différence, c'est ça, vous le dire? S'il y en a... Oui, il y en a dans le sens où ceux qui sont plus exposés à la question de la détresse sont plus exposés aux problématiques de burn-out aussi. L'un est un peu plus. Alors là, c'est pas les femmes, là, pour le coup. Non. On va rebasculer sur les jeunes. On a mis en avant plutôt les jeunes, mais il y a aussi les femmes. Je vais juste rebondir sur les femmes, c'est qu'effectivement, il y a aussi des facteurs plutôt sociologiques où elles sont moins à des postes, on va dire, où il y a plus d'autonomie reconnue dans l'entreprise, les postes à responsabilité, et on sait qu'effectivement ça joue sur les facteurs qui peuvent peser sur la santé mentale. Généralement, plus on monte dans la hiérarchie, moins les facteurs sont importants là-dessus. Il y a les problématiques d'inéquité, plus d'inéquité en matière de reconnaissance. On parle souvent d'égalité hommes-femmes en matière de salaire et de représentation, donc elles sont moins en poste de décision. Et quand on va dire fait attention et qu'on contrôle ces mesures-là, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a beaucoup de déterminisme organisationnel, il y a ça. Hein. Et du coup, là, si on devait expliquer justement ce phénomène chez les jeunes, les 18-29 ans, ils sont 17% qui sont en risque de burn-out sévère. Déjà, on va peut-être redéfinir ce qu'est le burn-out. Oui.
Alors il y a plusieurs approches, vous savez, il y avait eu ce sujet quand on a voulu faire reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, sachant qu'il n'y a aucune maladie mentale dans le tableau de reconnaissance des maladies. Il y a toujours, on va dire, quand même la possibilité de faire reconnaître un burn-out pour une maladie. Aujourd'hui, il n'y a pas une définition, on va dire, psychiatrique de ce qu'est le burn-out. C'est un ensemble, si vous voulez, de symptômes qui peuvent permettre de le voir, et ça a été étudié plutôt par les psychologues sociaux. Et donc dans le burn-out, c'est cette idée que c'est un processus, que c'est pas un état, on n'est pas du jour au lendemain en burn-out, donc ça veut dire qu'il y a un temps pour que ça s'installe. On peut dire 3 ans, entre 2 et 3 ans d'exposition à ce qu'on appelle un stress chronique, et qui fait, c'est-à-dire sans période de récupération, de pause, ce genre de choses. Pas de vacances? Pas de vacances, ou des vacances qui ne vous reposent pas, parce que vous n'arrivez pas à vous reposer, en fait. Ou que vous n'y arrivez pas, parce que vous ne débranchez pas. On ne décroche pas, oui. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un des symptômes, ça. Les personnes qui partent en vacances et qui sont épuisées avant et qui disent bon, je vais partir en vacances, si elles reviennent dans le même état qu'avant, alerte rouge. Ça veut dire qu'elles n'ont pas su effectivement peut-être se reposer et récupérer, parce que si vous voulez, se reposer, c'est dormir, mais récupérer, c'est pas que dormir. Ça suffit pas. Savoir décrocher mentalement, donc on a des techniques, voilà, autour de ça. Et là, on a 30% de risque de burn-out dans 11 sévères. Donc un processus lié au travail, on l'a mesuré avec le questionnaire le plus reconnu qui mesure le burn-out au travail, avec une surcharge très importante qui amène une fatigue importante pendant un certain temps, plus ou moins sévère, avec ensuite un risque de ce qu'on appelle de dépersonnalisation, c'est-à-dire je me coupe un peu de mes émotions, je ne fais que travailler, d'accord, et je fonctionne comme un robot, c'est-à-dire que je fais pour faire, et ce qui me plaisait avant, c'est-à-dire je fais ce boulot parce que je sers Madame Michu, que je connais bien, etc., j'ai tellement de boulot que ça devient le dossier 43 que je dois faire, et c'est la coronarienne de la 42 que je dois enchaîner, et ça devient juste, vous voyez, un peu robotisé. Et ça c'est un stade supplémentaire qui fait qu'on atteint finalement une limite liée au stress chronique, on n'a plus de carburant et on s'écroule. Et là, on parle du burn-out sévère, et là, c'est vraiment jeunes, pas le coup de fatigue, c'est de l'hospitalisation, c'est un traitement médicamenteux de fond. Donc c'est vrai que quand on utilise burn-out facilement, on peut dire je suis harcelé. Un peu dans le langage courant. Burn-out, il faut distinguer le stress aigu, le surmenage, le trop-plein, etc. La fatigue. La fatigue, souvent on dit je suis en burn-out, parce qu'en fait on est juste un peu fatigué. C'est ça, un peu fatigué, ou très fatigué de façon chronique. Il faut faire attention aussi à comment on l'emploie. Exactement, et la fatigue, c'est un signe aussi que forcément on n'est pas dans un état optimal de bien-être. Si on est constamment fatigué, c'est aussi un indicateur. Donc il faut être vigilant à cela. Et les jeunes, effectivement, on a vu, c'est ceux qui sont les plus en détresse et donc plus fragilisés. Mais par rapport à un contexte où, comme on l'a dit, il y a l'effet des mesures sanitaires qui ont eu un impact très important sur eux, où ils n'ont pas pu créer leur identité. La transition vis-à-vis de l'entreprise n'a pas été bien faite. Ils étaient en stage en visio. Et donc, ça a été très perturbant vers eux, auprès d'eux, avec difficulté à se projeter et à savoir qui fait quoi. Ils n'ont pas pu se construire autour de ça. Par rapport à des gens plus âgés qui ont d'autres repères, on va dire, qu'on puisse construire différemment, ça a été bouleversé. Et c'est un monde, effectivement, ils sont plus exposés aux contraintes de problématiques de santé financière. On parlait de santé sociale, c'est aussi ça, la précarité, problématiques de projection, l'éco-anxiété, etc., l'incertitude qui pèse et qui s'enchaîne. Donc un état de détresse que beaucoup de gens vivent, mais qui a un impact encore plus fort chez eux. Que peut faire l'entreprise, justement ? Je trouve, pour ajouter sur l'éco-anxiété, nous on le voit vraiment beaucoup, l'anxiété financière, il y a aussi un côté, certaines aspirations ont changé et le monde du travail n'a peut-être pas évolué aussi vite ou de la même façon. Et notamment, il y a une recherche de sens qui est encore beaucoup plus marquée chez les jeunes, une quête d'alignement des valeurs qui est extrêmement marquée, et parfois il y a une dissonance totale avec le monde de l'entreprise qu'ils rencontrent, et c'est là où aussi on entend c'est difficile de manager ces jeunes générations, etc. Mais en fait il y a une souffrance aussi qui s'exprime, et il faut faire attention à ne pas réduire... la jeune génération, c'est-à-dire la génération Z à des feignants. Exactement, exactement. Et je pense qu'il faut faire attention parce que l'entreprise perd quelque chose là-dedans dans ses raccourcis. Je rebondis rapidement, on avait dit qu'on en parlait. Quels sont les domaines d'activité justement qui sont les plus concernés, les plus touchés par une santé mentale en défaillance, en détresse ? Le secteur public, indéniablement, de l'administratif, etc. On parlait notamment des mesures pour les jours de carence, pour les arrêts maladie, pour contrôler un peu cette hémorragie. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas eu les mesures comme dans le public, comme dans le privé on a pu avoir, un peu plus en retard, mais j'ai l'impression que ça avance. Il y a un premier accord QVCT qui est sorti récemment, donc j'ose espérer que ça va avancer. Donc plutôt ces secteurs-là, le secteur de l'industrie,
surexposés à la mondialisation. On parle de la mondialisation de l'économie, il y a une mondialisation des risques psychosociaux aussi sur la santé mentale. Il n'y a pas qu'en France, où il y a une augmentation des problématiques de santé. On le voit aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays également. Et donc, ces secteurs-là, oui, particulièrement exposés. Je pense notamment les ETI, on l'a vu tout à l'heure, les petites, voilà, les moyennes boîtes. D'anxiété financière, de stress pour l'avenir. Ouais. Vous, par exemple, nous, ce qu'on voit, c'est alors je rejoins ce que disait Christophe. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va y avoir des sujets. C'est pas forcément la santé mentale en général, mais c'est des sujets où on va avoir des secteurs où il y a plus de désalignement des valeurs et on sait que ça pèse sur la santé mentale générale. D'autres où c'est plus de stress ou de plaintes concernant ou d'insatisfaction quant à l'équilibre vie pro, vie perso. On va plus retrouver ça dans les services financiers, le conseil, etc. Alors que dans des secteurs plus industriels, on va avoir plus d'anxiété financière, de stress. C'est des problématiques qui sont un peu différentes. Si on revient à l'entreprise, quels sont, je ne sais pas si Lou, vous pouvez répondre à cette question plus particulièrement, mais tout le monde peut participer. Quels sont les signes avant-coureurs d'un climat toxique ? Je pense que... Merci pour la question. La première, c'est quand le moment où les collaborateurs arrêtent de parler. Parce que assez spontanément, en fait, les gens disent tiens, ça ne va pas pour moi et j'aimerais des réponses, et parce que j'ai des questions. Et il arrive qu'il y ait un point de bascule où les collaborateurs ne vont plus voir leur manager, mais vont voir leur CSE. Et là, c'est un des premiers signes très forts de la confiance est rompue. On n'est plus libre d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et d'exprimer son malaise. On n'est plus dans un rapport de confiance. On est dans la défiance, en fait, par rapport aux dirigeants ou aux managers. Et on a besoin d'un intermédiaire neutre dont on sait qu'il nous protégera parce qu'on a peur. Et ça, c'est quand même assez terrible. Et en fait, je lui en parlais tout à l'heure, ça va nuire à la productivité, à la performance, mais ça va aussi nuire à l'innovation. La créativité. On n'ose plus donner ses idées. Exactement. On n'ose plus dire ce qu'on pense. Parce qu'en fait, on est jugé à chaque fois et on est critiqué peut-être sur la proposition. Qu'on a peur des représailles, qu'on a peur d'être humilié en réunion parce qu'on a partagé une idée qui nous semblait pertinente, mais ça ne passe pas du tout. Et ça, ce sont des signes qui sont très très forts, qui ne sont pas toujours pris en compte, mais qui, en fait, vont conduire à un désengagement, vont conduire à une défiance croissante, vont pouvoir paralyser progressivement l'organisation avec, si on va dans les situations extrêmes, mais des procédures d'alerte lancées par le CSE qui, ne sachant plus comment faire avec le soutien très souvent des services RH et d'un certain nombre de managers. Quand on a un service RH. Quand on a un service RH et quand on a un CSE, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais vont vraiment paralyser tous les organes de l'entreprise. Donc ça peut-être, côté manager, collaborateur toxique, c'est peut-être fait de manière inconsciente. Tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant. Former oui. Mais la Cour de cassation a rendu un arrêt il y a quelques jours, une dizaine de jours, expliquant qu'en fait, l'organisation, le fonctionnement de l'organisation pouvait être une source directe de harcèlement et non pas le comportement d'un individu unique. En fait, l'institutionnalisation, tu as raison, c'est exactement hyper important ça. C'est hyper important parce que ça place le curseur à un autre endroit. C'est pas un individu dont son identité est toxique. Déjà, ça peut être un comportement sans l'intention derrière d'être toxique. Sûr. Ça peut être lié à du stress, par exemple. C'est je suis sous pression, je vais cascader la pression, je vais devenir complètement oppressant dans mes demandes, reposer 15 fois la même question dans un espace de temps très réduit. Ça peut vite constituer du harcèlement en réalité, mais sans s'en rendre compte et sans vouloir le faire. Et en fait, on peut aussi avoir des organisations où les procédures ne sont pas claires, les communications sont plus ou moins existantes, plus ou moins inexistantes. Les personnes qui sont en charge de l'organisation ne prennent pas forcément le temps de répondre. Et tout ça sont des choses qu'on ne fait pas forcément volontairement à nouveau. Et donc du coup, et c'est ce que tu disais Julia, il est indispensable de sensibiliser. Et de mesurer. Et tu parlais de décalage de valeurs. On a aujourd'hui des individus, et ce n'est pas une question d'âge, mais qui ont des questions et qui ont envie d'avoir des réponses, qui ont envie d'avoir de la clarté, de savoir où ils vont, pourquoi ils y vont, parce qu'on n'est plus juste au travail pour payer le loyer, même si effectivement ça reste indispensable, l'amour et l'eau fraîche ça marche toujours pas, mais ça suffit plus, c'est vraiment clé. Et vous, chez TIL, est-ce que vous avez des exemples concrets justement dans lesquels TIL a transformé les dynamiques d'une entreprise ? Oui. Non, mais comme c'est positif, il faut le dire aussi. Oui, je pense vraiment à... Oui, il y a des entreprises chez qui vraiment... ce que je vois dans le vrai succès, c'est vraiment quand on arrive à avoir un peu un triptyque qui est
accompagner individuellement de la bonne façon, de façon personnalisée. Changer les pratiques managériales, ça passe par former les managers, leur donner les bons outils, leur donner voilà, le savoir, etc. Et changer la culture d'entreprise. Et des entreprises qui vraiment œuvrent sur les 3 triptyques, notamment la culture d'entreprise, ça passe par incarner via le leadership, libérer la parole, accepter que le COMEX ait aussi des vulnérabilités, en parle à ses équipes, reconnaisse le droit à l'erreur, etc. Et là, on voit des effets qui sont effectivement très, très positifs. Vous, en tant que DRH, est-ce que vous avez dû justement, enfin je pense plein de fois, gérer des situations très critiques? Un exemple Un exemple. Il y en aurait plusieurs, mais... Oui, il peut y en avoir plein. Juste avant de donner un exemple, mais pour rebondir, effectivement, quand les leaders de l'organisation acceptent que eux aussi, ça puisse être difficile, on a un point de bascule qui s'opère. Parce que très souvent, quand on est dans le rôle du leader, quand on a son chapeau de dirigeant, on se dit « je dois être fort tout le temps, et je dois faire mieux, et je dois montrer l'exemple ». Mais parfois, la façon d'être fort, et je mets vraiment des guillemets là-dessus, c'est de reconnaître que c'est pas évident, qu'on est aussi vulnérable, qu'on a cet espace, qu'on a besoin de prendre soin de soi, et de libérer tout ça autour. Et ça enlève ce tabou et ça permet de créer des liens qui sont beaucoup plus authentiques, qui sont beaucoup plus forts au sein des collaborateurs. Et donc de faire bouger la culture d'entreprise, où on est dans plus de sincérité aussi, et plus de liens les uns avec les autres. Un exemple, j'en ai un qui remonte à hier, en fait. J'en ai plein, mais j'en ai un qui remonte à hier, au niveau d'un comité de direction, où effectivement, la personne est venue me voir en me disant « j'en peux plus, en fait, j'ai des palpitations cardiaques à chaque fois qu'il me parle ». C'est assez délicat parce que, bien sûr, quand on est DRH, encore plus en externe, on est toujours dans cette logique de, en tout cas c'est ma vision des choses, mais de préserver l'équilibre au service du collectif. Et la situation n'est pas forcément évidente quand on a affaire à des individus qui ne sont pas acculturés, qui n'ont pas cette conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé mentale. Et qui vont réagir en disant « non, elle a qu'à prendre des jours de vacances ». Ça ne suffit pas. En fait, c'est mettre un pansement sur une plaie béante, ça ne guérit absolument rien. Et là, tout l'enjeu est de dire « essayons de ralentir, de faire un arrêt sur image, de voir… » quelle est l'approche systémique qu'on peut avoir parce que les conséquences de l'attitude d'une personne qui est centrale dans une organisation peuvent être énormes et vraiment irradier dans tout un tas de services. Et à nouveau, on y revient, paralyser l'organisation. En fait, bien sûr, on est là pour soutenir les individus. Et je le disais tout à l'heure, la charge que ne prennent pas les entreprises remonte au niveau collectif et irradie à travers l'impact que ça a via les arrêts maladie. Donc ça devient une charge qui est sur nous tous. Mais en plus de ça, ça paralyse tout, absolument tout. Christophe, merci. Pris en compte. Christophe, vous, chez Empreinte Humaine, comment vous accompagnez justement? Qu'est-ce que vous proposez également? À plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on accompagne des directions d'entreprises et DRH à vouloir un peu évaluer l'efficacité de leur prévention, politique de prévention. Donc on réorganise, on propose des actions pour que ce soit un peu stratégique aussi, parce que souvent ça peut avoir une approche, on a essayé plein de choses, des bonnes idées, on a réagi à des problèmes, mais il n'y a pas la vue d'ensemble et de cohérence. Et nous, on veut vraiment pousser pour que ce soit stratégique, un vrai levier, et amener ce sujet à ce niveau-là. On fait des enquêtes, des diagnostics sur toutes les organisations en France et à l'international, avec des références vraiment sur un socle scientifique, c'est important, on parle de santé, donc il ne faut pas avoir juste sur un coin de table une bonne idée, et donc avoir des mesures après d'action, de prévention, des formations, des dizaines de milliers par an de managers, de collaborateurs, de direction générale. Et on fait de l'accompagnement individuel, du soutien psychologique, donc à distance ou sur site. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est qu'à chaque fois qu'on intervient, et c'est pas que en pompier, ça peut effectivement, même malgré tout ce qu'on veut faire, on a des situations qui n'ont peut-être rien à voir avec le travail qu'il faut accompagner, c'est de remonter en prévention pour effectivement améliorer en continu, avec cette idée que, comme dans la RSE, on a des coefficients, on doit améliorer notre empreinte carbone, c'est la même chose sur l'empreinte humaine, on peut essayer de s'améliorer, de finalement continuer à être les meilleurs possibles, quoi. Donc d'où un peu notre posture d'accompagnement au long terme, quoi. Alors, si on devait, parce qu'on va devoir bientôt terminer cette émission, même si c'est passionnant, mais on va chacun répondre à cette question. À quoi ressemblerait, selon vous, une entreprise idéale en termes de gestion de la santé mentale? On va commencer par Julia.
Alors, je pense que le premier point, ce serait que ce soit une vraie priorité et qu'il y ait une décision, effectivement, à l'échelle de l'organisation, de reconnaître que la santé mentale des équipes est essentielle à titre humain, mais aussi au titre de performance de l'entreprise. La deuxième chose, je pense, c'est effectivement d'avoir un accompagnement qui soit, que moi j'appelle un peu systémique, qui soit tout au long de l'année, pas que quand il y a une crise, même s'il faut être là quand il y a une crise et réagir vite et le mieux possible, mais vraiment qui soit systémique au sens à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle managériale et organisationnelle. Et à quoi ça ressemble d'un point de vue de l'individu, je pense, c'est vraiment avoir une grande sécurité psychologique, savoir qu'on a le droit à l'erreur, savoir qu'on est dans un management bienveillant, même si l'exigence doit être là aussi au titre de bien faire son travail et de construire des organisations qui soient performantes. Et à l'échelle collective ou en tout cas culturelle, moi j'insiste vraiment sur le côté que ce soit incarné par les dirigeants et que ce soit incarné dans les pratiques managériales et dans les pratiques organisationnelles. Lou, vous voulez rebondir ? Je partage complètement cette idée cette vision systémique, et c'est le mot de conscience qui m'est venu spontanément. C'est avoir conscience qu'il peut se passer des choses au niveau de l'organisation, au niveau des individus. Et le deuxième mot qui me vient, c'est l'humilité. L'humilité de se dire qu'on va parfois essayer de mettre des choses en place qui ne fonctionneront pas, de changer, de s'adapter aux situations qui sont très 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 différentes, et d'accepter aussi en tant qu'organisation aux gens, absolument, mais de se dire parfois le sujet il n'est pas au niveau de l'entreprise, et malgré tout ce qu'on pourrait essayer de mettre en place, on ne peut pas toujours trouver des solutions, parce que c'est ce que tu me disais également. Parfois, la sphère privée vient. Il y a plein de sphères différentes qui viennent s'entrecroiser, qui se catalysent dans l'entreprise, où c'est un endroit où on passe quand même beaucoup de temps. Oui. Mais l'entreprise ne peut pas non plus être responsable de tout. Elle est responsable de créer un environnement qui soit sécurisant et où, à minima, à nouveau, la parole peut se libérer. Et donc, de pouvoir mettre en place un espace où on accueille l'individu sous toutes ses facettes, tout en reconnaissant et en étant humble face à la limite de ce qu'on peut et ne peut pas faire aussi. Christophe, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Je trouve que les entreprises les plus performantes en santé et sécurité psychologique au travail, c'est celles qui ont vraiment une vision stratégique et pas juste on dit que c'est important pour nous et l'humain d'abord, et qui par exemple considèrent que le travail de demain qu'ils vont proposer doit intégrer ces besoins-là fondamentaux pour que les gens soient bien. Et je trouve que c'est des entreprises intéressantes à voir qui dimensionnent les postes, les objectifs, la charge de travail en fonction aussi de ces attentes, et qui conduisent les changements qui projettent aussi le futur de l'évolution du travail au regard de ces nouvelles attentes, parce qu'on voit que ça devient une boussole chez les gens, cette question de santé mentale, mon rapport, parfois même une réaction épidermique par rapport à des exigences peut-être normales du travail, mais je pense que ça peut s'ajuster, et que effectivement tout n'est pas forcément un problème pour la santé. Dans tous les cas, on voit une évolution, et je crois que c'est des entreprises qui arrivent à anticiper ça et à être vraiment dans la création d'un environnement qui soit sain et durable au travail, c'est celles qui sont les plus performantes. Et réaliste, ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la façon... En fait, on est un peu dans un changement de paradigme. On parle énormément, il y a une vraie prise de conscience à l'échelle sociétale. Les jeunes demandent, les jeunes générations demandent. Donc, ma perception, c'est qu'on est vraiment à un changement de paradigme. Et face à un changement de paradigme, il y a les entreprises qui résistent et qui devront s'adapter, mais un peu dans la douleur plus tard, au prix probablement d'une performance humaine et financière dégradée. Et face à un changement de paradigme, il y a les entreprises qui construisent le futur, en fait. Et donc, moi, je le vois aussi comme un moment intéressant et enthousiasmant en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que DRH, de se dire comment je participe à ce changement de paradigme et comment je vais aller vers le futur du travail et le construire. Encore faut-il vouloir sortir de sa zone de confort. Mais oui, et pas faire de fausses promesses non plus, parce qu'il ne s'agit pas de dire vous allez tous avoir une super santé mentale, et ça dépend que nous, et nous, on doit faire tout. C'est les limites, ce que tu décrivais. Exactement. Il faut rester pragmatique, parce qu'effectivement, une entreprise est aussi faite pour produire un service, pour produire un bien, et il y a tout cet arbitrage, je veux dire, on crée un environnement qui est réaliste, où il y a aussi des attentes de l'entreprise. Oui, tout à fait. Voilà.
Et les salariés. Ouais. Et donc ces entreprises arrivent à trouver des compromis, je trouve intéressants, en tout cas avec et dans le dialogue, et qui donnent, on va dire, des pouvoirs d'action aux salariés pour justement aussi comprendre leur rôle là-dedans et les limites de l'entreprise, qui joue son rôle, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Chantal, est-ce que vous souhaitez donner votre avis justement sur cette question? À quoi ressemblerait selon vous une entreprise idéale en termes de gestion de la santé mentale? Bah, on moi, passera à votre chronique. Oui, j'ai bien aimé. Enfin, ça marche toujours les approches holistiques. Hein, il ne faut pas prendre un problème par le petit bout de la lorgnette. Donc j'ai bien aimé effectivement cette approche salarié, manager et entreprise, par exemple. Après, je me disais aussi, souvent, ça marche bien quand, alors ça vient de la direction, hein, quand la direction est concernée. J'aurais tendance à dire que l'entreprise idéale, c'est peut-être celle où le directeur général a lui-même été burn-outé. Parce qu'il va il va bien vouloir. Il va être sensible, oui. Il va être très sensible. Il devient entrepreneur ou coach, lui. Il s'en va. Oui, mais là, c'est pas l'objectif de cette. C'est pas la cible. Chantal, on va passer tout de suite à votre chronique. Alors, innovation. Pour élargir, hein, mais effectivement, tout ce que vous avez évoqué me fait dire que je ne vais pas vous montrer des solutions miracles, hein, c'est juste des petits spots, des petites des initiatives, des innovations que j'ai vues de ci, de là, qui m'ont interpellée par leur originalité, leur côté innovant. Là, c'est un espace de régénération, c'est chez L'Oréal à Clichy. C'est Biotop qui fait ça. Donc, c'est pas une salle de sieste ni de détente, c'est des petits endroits, des petits coins où on peut se régénérer très vite. On l'a dit, hein, on n'a plus de temps, on est surchargé, etc. Très vite, en combien de temps? Alors voilà, eh bien, regarde, justement, au fond, c'est de la lumière rouge. Ouais. Ça te fait bronzer aussi ou pas? Non, 10 minutes de lumière rouge, c'est l'équivalent de 1h30 de sieste. On parlait tout à l'heure du besoin de repos, de sommeil, etc. Donc, il faut savoir que ça a été pensé pour des sportifs de haut niveau. L'efficacité. Voilà, donc c'est vraiment l'efficacité. À gauche, on voit un inhalateur. C'est un bol d'air Jacquier. 1 minute d'inhalation, Inhalation de quoi? Attention. Ça sent la résine. Ça sent la résine. Je l'ai testé moi-même. Et c'est l'équivalent de... donc 1 minute, l'équivalent de 4 heures à se promener dans la nature et à sentir la bonne odeur de la forêt. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. C'est ça. C'est des espaces de régénération. C'est assez populaire aux États-Unis. Ça démarre doucement en France. C'est intéressant. Voilà. Ok. Deuxième initiative, deuxième signal faible finalement que je vois apparaître, qui est à mon avis intéressant, c'est le sport intégré dans les bureaux. Donc c'est pas la salle de sport qu'on va mettre au sous-sol ou au rez-de-chaussée. C'est des petits bouts d'activités, d'équipements sportifs, on va dire, partout, au même titre que le mobilier. Donc là, c'est un mur d'escalade à New York. C'est dans un immeuble de bureaux. Ils ont un mur d'escalade, voilà, où on peut potentiellement faire un petit peu d'escalade entre deux réunions. Voilà. On avait mis un petit terrain de molki en mousse dans les bureaux et ça faisait des super moments de détente. Ah oui, voilà. C'est drôle. C'est ça. Et j'ai mis cette illustration en particulier parce que je suis allée voir les nouveaux locaux de Ledger je les ai vus à Paris. Et effectivement, ils prévoient de faire un mur d'escalade dans le patio au rez-de-chaussée. Et le directeur immobilier me disait justement, spontanément, il m'a dit c'est pour la santé mentale. Donc c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la lutte contre la sédentarité. C'est vrai qu'une activité physique entre deux réunions, ça fait du bien aussi. Mais au-delà de ça, c'est même la santé mentale que l'on vise. Parce qu'effectivement, en faisant une activité physique, le cerveau va se porter sur autre chose et donc on va un peu décompresser je peux. Oui, je peux. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire un burn-out dire ah, j'ai pas fait de l'escalade. Hein. C'est pour ça que entre nous, certainement. Mais c'est petit. Ça contribue au bien-être. Voilà. C'est pas la solution. C'est pas la solution de pas être 100% de travail dans les burn-out. Qui est de dire comment est-ce qu'on diversifie ses sources de plaisir avec du temps familial, du sport, des balades dans la nature. Oui. Mais il vaut mieux être vraiment dans la nature, je pense, que rester au travail. Il y a un truc si on fait un burn-out. Ou alors si on inhale quelque chose, il vaut mieux inhaler un truc sympa. Je suis d'accord. Non, mais l'intention est bonne. On est en train de pourrir la chronique de Chantal, s'il vous plaît. On fait comme on peut, effectivement, au moment où on est au travail. Alors, du coup, encore une autre initiative. Ça, je connais, je suis aussi allée là-bas. Que j'ai bien aimé. Effectivement, c'est juste à côté d'ici. Oui, c'est juste à côté, à 2 rues. Donc c'est Narbutas. Alors Narbutas, c'est un fabricant de mobilier lituanien. Je ne connaissais pas. Tout à fait. Donc très branché nature, écologie, etc. À tel point qu'ils ont proposé un prototype, pour l'instant,
canapé circulaire à l'intérieur duquel il y a une fontaine, effectivement. Alors, l'imitation d'une fontaine, hein, puisqu'il s'agit de miroirs qui ont été ciselés par un artiste pour illustrer les flots qui tombent, hein, l'eau qui tombe, plus une musique d'eau qui coule, plus effectivement de la végétation autour. Et donc, au final, vous avez vraiment l'impression d'être assis au bord d'une cascade en pleine forêt. Très bien. Autre initiative que je trouve intéressante. Donc, après, moi, j'aimerais bien emmener mon gros chat, mais... Voilà. Alors, après la végétalisation... Il ne travaille pas, lui. Après la végétalisation, est-ce qu'on va aller vers l'animalisation des bureaux, potentiellement C'est compliqué encore. Alors, c'est compliqué. Hygiène... Alors, c'est déjà très populaire aux États-Unis, au Japon. En France, ça débute. Hein. Moi, je constate quand même, j'en ai parlé autour de moi, les gens sont quand même assez réfractaires à amener les animaux dans les entreprises. Ça dépend énormément des entreprises et on peut aussi envisager d'avoir des espaces différenciés parce que au-delà de ceux, il y a ceux qui ont peur, puis il y a ceux qui peuvent être allergiques. Enfin, c'est ce que voilà, vous tout à fait ça. Et on peut complètement imaginer le bureau de droite dog friendly, le bureau de gauche cat friendly, et puis le reste, on laisse tout le monde tranquille. Et pas n'importe quel animal non plus. Hein. Pas n'importe quel animal. Friendly. Ouais, pourquoi pas une migale. Non, mais le truc, c'est que les gens ont peur, mais les animaux peuvent aussi avoir peur et avoir des réactions agressives. Donc bon, il faut faire attention. C'est pour ça. Justement, il y a une société comme Poilu qui vient d'apparaître depuis quelques mois et son objectif, c'est d'accompagner les entreprises, c'est justement de faire un processus, une méthode pour bien organiser les choses et le rendre possible. Donc ils accompagnent en fait. Oui, donc typiquement, c'est un chien par étage et à tel jour dans la semaine, à tel endroit, tout le pédigré qui doit être respecté. Enfin bref, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est comment rendre possible, on appelle ça des bureaux dog friendly. Ok, voilà. Mais dog, ça peut être cat aussi ou... Pour l'instant, on est dog. Pour l'instant, c'est chat. Voilà. Moi, je défends les chats aussi. Mais Christophe, justement, vous avez un avis là-dessus? Est-ce que les animaux peuvent apaiser? Bon, il y a des études, par exemple, sur le ronronnement des chats. Oui, la ronron-thérapie, tout ça. Je pense que tout ce qui apporte des émotions positives, c'est bien. Après, je ne sais pas si c'est à l'entreprise de provoquer tous ces temps-là. Je trouve que c'est intéressant, ça montre un intérêt. Est-ce que c'est efficace? Vraiment, on ne sait pas encore, on n'a peut-être pas le recul. J'ai des doutes, vraiment, en entreprise. Parce que ce que demandent les gens, c'est pas tant au travail de ramener ce qui me fait du bien à la maison. Hein. Je pense qu'il y a eu cette idée de... C'est la googlisation un petit peu, hein, quand les entreprises françaises sont beaucoup inspirées de ce qui se passait à la Silicon Valley. C'était la ludification des espaces de travail, tout ça. Et c'était pourquoi? Pour passer le maximum de temps au bureau. Hein, et de tout ce qui vous débarrasser de tout ce qui négatif. Alors les gens demandent effectivement qu'il y ait un avant, un après, que ce soit clair, qu'on soit efficace et que c'est pas tous ces agréments là. Je pense que d'un point de vue marketing, c'est intéressant en tout cas d'un point de vue de l'approche, mais clairement, les études montrent que en fait, c'est intéressant aussi sur une autre approche. C'est-à-dire que ça remplace pas, je pense. Oui. Ça remplacera pas le besoin d'avoir un stress raisonnable, le besoin d'aligner les ressources et le métier, la qualité du management, l'alignement, etc. Oui. En fait, ça déplace le sujet, ça fait peser aussi sur l'entreprise une responsabilité qui n'est peut-être pas totalement la sienne quand même. Mais si je devais prendre la défense des animaux, ça pourrait permettre d'adopter plus. Parce qu'un animal moins seul à la maison. Exactement. Bah oui. Est-ce que c'est à l'animal de devenir le nouvel antidépresseur des humains? Je ne sais pas. Alors, autre initiative que j'ai repérée, donc là, je trouve que c'est un peu plus concret, effectivement, parce que là, c'est réduire vraiment la charge mentale, prendre une part de ce qu'on a dans la tête, finalement, pour la déléguer. Avec Lily Facilite la vie, là, on peut poser des questions à un conseiller privé pour réduire sa charge mentale, pour réduire son questionnement par rapport à des grandes questions de la vie perso et même professionnelle. Donc des grandes questions, je dois déménager, effectivement, je peux me séparer, j'ai un deuil, voilà. Donc c'est toutes ces questions qu'on peut se poser sur les process, l'administratif, etc. On peut poser la question à un conseiller privé. Et pareil, en termes de management, de communication, de diversité, etc. C'est très intéressant parce que du coup, ça déplace la fatigue compassionnelle que peuvent avoir les managers qui souvent sont ou les services RH, qui souvent sont le réceptacle de ce type de questions vers des personnes dont c'est vraiment le métier et qui peuvent prendre le temps nécessaire pour répondre à ces questions. C'est ça, exactement. C'est l'entreprise qui paye effectivement pour ses salariés. Chaque salarié y a droit. Ça me fait penser aux conciergeries d'entreprise qui vont rentrer de manière très concrète dans l'action finalement qu'il y a derrière. Parfois la famille aussi a droit à ces accès-là. C'est intéressant.
Et puis, une autre solution, c'est YOLO. Alors YOLO, pour moi, effectivement, c'est plus concret, mais du coup, c'est plus personnel. Et ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est l'entreprise qui choisit, qui détermine certains salariés qui vont être en surcharge mentale, donc potentiellement en danger. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, à la base, ça a été pensé pour les femmes, hein, pour leur permettre d'accéder à des postes à plus de responsabilités. En les déchargeant d'une partie de leurs tâches personnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont étendu ça aussi aux aidants, ça c'est aussi important, et aux expatriés potentiellement qui peuvent arriver complètement déboussolés, complètement perdus. Et il y a une prise en charge un peu financière ou parce qu'on ne connaît pas vraiment le tarif? Non, c'est l'entreprise qui paye. D'accord. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. C'est l'entreprise qui paye pour ses salariés. C'est un service de l'entreprise. Très bien. Ça, je trouvais ça intéressant. Et pour terminer, j'ai trouvé aussi cette formation au premier secours en santé mentale. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est une action, c'est plutôt pour les citoyens, c'est-à-dire c'est pas que pour l'entreprise. Enfin, ça peut contribuer, mais à la base c'est vraiment une action citoyenne où, on en parlait Claire, hein, chacun de nous devrait suivre cette formation. Bien sûr. C'est comme ça devrait être obligatoire en santé physique, voilà, comme fait la Croix-Rouge, hein, sauf que là c'est de la santé mentale. Donc j'apprends à détecter les symptômes, les signaux, j'apprends à écouter, j'apprends à dire qu'est-ce que je dois dire, etc. Et à orienter éventuellement. Voilà. Et enfin, pour club des burn-outés, justement. Les fameux burn-outés, le club des burn-outés. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est une initiative pair à pair, c'est-à-dire ça a été fondé par deux ex-burn-outés qui mettent à disposition, des connaissances, des podcasts, des vidéos, et également qui donnent des conférences régulièrement pour sensibiliser les gens au burn-out. Merci beaucoup, Chantal Garnier. Très intéressant, toutes ces initiatives. Il y a du positif, ne perdez pas espoir. J'espère que ça ne vous a pas tous déprimés ou burn-outés. En tout cas, c'était un sujet essentiel, on devait en parler. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation pour échanger. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin, malheureusement. Moi, je serais bien restée encore un peu plus. On doit retenir une chose essentielle quand même de cet échange. Prendre soin de la santé mentale, finalement, ce n'est pas du gaspillage, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Que j'ai retenu de notre échange. Alors merci encore à tout le monde de nous avoir suivis et puis prenez soin de vous, mais surtout prenez soin des autres. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Work Well et vous. D'ici là, soyez heureux.